Alors, maintenant, je vais laisser la parole à Jérôme Rava. Jérôme Rava est professeur de philosophie en classe préparatoire. Moi, je l'ai connu quand nous étions tous les deux chargés de TD à la Sorbonne. Il est auteur d'un livre qui s'intitule Éthique et polémique et qui est paru en février dernier. Voilà. Je te laisse la parole, Jérôme. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je préfère vous prévenir, vous allez trouver mon exposé scandaleusement classique comparé à celui de mon prédécesseur. Forcément, je vais parler de philosophie morale, je ne parlerai pas de vaudou, je ne parlerai pas d'Henri IV, je vais parler de philosophie morale de façon assez classique. Mais bon, c'est aussi le but des 10 heures de l'éthique, de toute façon. J'ai écrit en effet un livre qui s'intitule Éthique et polémique, qui a été publié en 2019. Et ce livre a pour objet la question des désaccords moraux. Les désaccords moraux. Tout le monde sait ce qu'est un désaccord moral. Les désaccords moraux, ce sont des sujets récurrents qui divisent parfois très profondément les sociétés dans lesquelles nous vivons. Ces désaccords portent sur de nombreuses thématiques connues: la gestation pour autrui, l'IVG, la peine capitale, la prostitution, l'excision, le traitement des animaux, l'exposition des cadavres, il y a encore quelques minutes, est aussi un sujet de désaccord. Tous ces sujets sont source d'intenses discordes, et la liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Les désaccords moraux peuvent revêtir une multiplicité de formes selon leur intensité. La querelle, la dispute, le conflit, la polémique, l'antagonisme constituent ainsi différentes figures de ce phénomène. Dans mon livre, j'utilise une métaphore pour décrire les désaccords moraux. Cette métaphore, ce sera vraiment la prémisse de tout mon raisonnement, donc il faudra accepter cette prémisse. C'est la métaphore de l'espace moral. La métaphore de l'espace moral, que différents auteurs utilisent aussi. Par exemple, Charles Taylor, dans Les Sources du moi, développe longuement la question de l'espace moral. Vous avez aussi Georges Lakoff, par exemple, qui dans Moral Politics parle de l'espace moral. J'utilise cette métaphore dans un certain sens. Dans le sens justement de Lakoff, c'est-à-dire que je l'utilise comme métaphore conceptuelle. Ce n'est pas simplement une métaphore artificielle, rhétorique, c'est vraiment une métaphore qui permet de comprendre comment nous vivons la morale, comment nous traversons les expériences morales. Alors, selon la métaphore de l'espace moral, nous sommes tous des agents parcourant un espace moral commun. À l'intérieur de cet espace moral, nous pouvons nous éloigner, nous rapprocher, nous rencontrer, cheminer dans des directions qui sont convergentes ou divergentes. Et parfois, bien sûr, dans cet espace, nous pouvons nous heurter les uns aux autres. C'est ainsi qu'émergent les désaccords en morale. Dans mon ouvrage, j'insiste tout particulièrement sur l'expérience la plus extrême, la plus radicale de désaccord, que j'ai appelée le choc moral. Les situations de désaccord les plus intenses sont celles dans lesquelles nos systèmes de valeurs se télescopent, entrent en collision. Et ces collisions sont souvent source d'émotions très intenses. La stupéfaction, l'indignation, parfois la haine. À quelles occasions concrètement ces collisions morales se produisent-elles ? Je peux vous donner ici un ou deux exemples de ce que Dewey, auteur dont je reparlerai dans mon exposé, appelle des situations problématiques. Donc un ou deux exemples de chocs moraux. Vous êtes farouchement contre la gestation pour autrui. Vous pensez que cette pratique est une exploitation scandaleuse des femmes et de leur corps. Vous avez lu Corps en miettes de Sylviane Agacinski. Vous avez lu, peut-être regardé la série La Servante écarlate. Bon, le décor est posé. Et vous rencontrez, soit dans une conférence, soit dans une soirée, soit ailleurs, un partisan de l'éthique minimale, totalement favorable à la gestation pour autrui. Ou vous pouvez même rencontrer tout simplement quelqu'un qui a eu recours à la gestation pour autrui. Eh bien ici, il y a de fortes chances que se produise un choc moral, une collision entre votre système de valeurs et son système. Un autre exemple, vous êtes carnivore. Vous mangez de la viande attablée dans un restaurant, vous savez bien sûr ce que je veux dire. Et j'ajoute, point très important, vous n'avez absolument aucun remords à le faire, aucune culpabilité. Et puis, vous entendez derrière vous une voix qui dit « criminel ». Eh bien là aussi, une collision morale va se produire entre votre système de valeurs et la voix de la personne qui a prononcé ce mot.
Alors, je ne vais pas multiplier les exemples de chocs moraux, ces deux exemples sont suffisamment parlants. À l'occasion des désaccords moraux, qu'ils soient vécus ou non sous la forme de choc, le choc étant la forme la plus extrême de désaccord, à l'occasion des désaccords moraux, 3 questions vont se poser. Une question généalogique: quelles sont les sources de ces désaccords? Pourquoi nous mettons-nous en désaccord régulièrement? Une question morphologique: quelles sont les formes que peuvent prendre ces désaccords et les forces qui les animent, puisqu'il y a des degrés d'intensité dans les désaccords. Et enfin, une question normative, qui est sans doute la plus difficile: comment réguler ces désaccords? J'emploie à dessein le verbe réguler plutôt que le verbe supprimer. Réguler signifiant plutôt trouver des points d'équilibre entre l'expression et l'encadrement de ces désaccords. Ce que je montre dans mon livre, ce que je vais montrer ici forcément de manière plus synthétique, c'est que face au désaccord, il y a 2 grandes attitudes qui se sont toujours affrontées dans l'histoire de la pensée humaine. 2 grandes attitudes diamétralement opposées que sont l'absolutisme et le relativisme. J'emploie volontairement le terme d'attitude. Je ne parle pas d'école de pensée, je ne parle pas de doctrine. Ces attitudes peuvent être des attitudes de philosophes aguerris ou des attitudes que quotidiennement on pouvait rencontrer dans la vie ordinaire. L'absolutisme et le relativisme. L'absolutisme affirme qu'il existe des vérités morales universelles, immuables. Il soutient que la découverte de ces vérités universelles et immuables pourrait dissiper, dissoudre les désaccords, ou en tout cas certains d'entre eux. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, un partisan de l'absolutisme pourrait dire par exemple que la gestation pour autrui est absolument immorale. Mais un partisan de l'absolutisme, et c'est là qu'on voit déjà les choses se compliquer, pourrait aussi dire que la gestation pour autrui n'est absolument pas immorale. Mais dans les 2 cas, nous avons affaire à de l'absolutisme, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une vérité morale universelle dans les 2 cas. Le relativisme, quant à lui, la position inverse, affirme qu'il existe des fossés impossibles à combler entre les visions morales du monde, et qu'il est donc impossible de départager des orientations divergentes en s'appuyant sur des vérités absolues. Et le relativisme en conclut le plus souvent qu'il faut pratiquer la tolérance à l'égard des positions morales différentes des nôtres. Dans mon ouvrage, donc, je souligne que ces 2 attitudes, l'absolutisme et le relativisme, sont problématiques. Problématiques dès qu'il s'agit d'expliquer les désaccords moraux, mais aussi dès qu'il s'agit de les réguler. Et donc, j'essaie de trouver une 3e voie qui n'est réductible ni à l'absolutisme, ni au relativisme. C'est une approche pluraliste et pragmatiste des désaccords moraux que je défends. Donc, vous allez de nouveau entendre parler du pragmatisme cet après-midi. Alors, quand je dis pragmatisme, je peux faire référence à beaucoup de travaux différents, pas uniquement de philosophes, de sociologues aussi, par exemple. L'auteur que je vais le plus évoquer dans mon exposé sera John Dewey. John Dewey et sa théorie de l'enquête. La thèse que je vais soutenir dans cet exposé sera la suivante. La singularité d'une approche pluraliste et pragmatiste tient à une certaine attitude à l'égard du désaccord. Le pluralisme propose de considérer le désaccord sous un angle nouveau en lui accordant une grande valeur. Il propose de jeter un regard positif sur les désaccords, perçus comme des modes de régulation de nos problèmes collectifs. Donc, dans une première partie, je présenterai d'abord l'attitude absolutiste à l'égard des désaccords et les critiques que cette attitude soulève. Ensuite, je me concentrerai sur l'attitude relativiste dans une 2e partie. Et enfin, je mettrai en évidence les caractéristiques principales de l'approche pluraliste et pragmatiste des désaccords. Ce qu'il se produira forcément durant mon exposé, c'est que vous allez vous reconnaître dans une des 3 attitudes. Ce que vous allez voir aussi, ou en tout cas ce que je sais, c'est que vous n'êtes pas d'accord entre vous. Il y a ici des absolutistes, il y a ici des relativistes et il y a aussi des pluralistes. Mais nous pourrons tranquillement discuter de nos désaccords, sans doute après mon exposé. L'absolutisme. Qu'est-ce que l'absolutisme en morale? Alors, je reviens sur la métaphore de l'espace moral, qui est la métaphore que je réemploierai constamment dans mon exposé. Les absolutistes perçoivent l'espace moral comme un lieu multilinéaire. L'espace moral, pour eux, se divise en 2 grandes parties. D'une part, il existe dans l'espace moral un seul et unique chemin qui mènerait vers le bien. Appelons-le tout simplement le droit chemin. C'est sur ce droit chemin que se déplacent les hommes bons. Ce droit chemin est en outre surplombant. Il surplombe le reste de l'espace moral.
À côté et en dessous de ce droit chemin se trouvent des chemins annexes, des bifurcations secondaires. Ce sont des sentiers immoraux sur lesquels chutent et s'égarent ceux qui commettent le mal. Les agents qui empruntent ces chemins sont des déviants. Le vocabulaire ici a du sens, bien sûr. Ils sont aveuglés par l'ignorance ou par leur désir. Et donc, pour les absolutistes, les désaccords moraux ont pour origine des divergences d'orientation entre ceux qui suivent ce droit chemin et ceux qui s'en écartent. Résoudre un désaccord moral ici, ce serait donc faire voir ce droit chemin aux égarés. Alors à partir de là se pose une question bien sûr importante. Comment accéder à ce droit chemin ? Quelle est la méthode qui permet d'y accéder ? La méthode au sens étymologique du terme, d'ailleurs, méthodos, le chemin vers. Ce n'est sans doute pas un hasard. La question à cette réponse, la question de la méthode, varie selon les différentes versions de l'absolutisme. Il y a beaucoup de façons d'être absolutiste. Dans les religions institutionnelles, comme les trois monothéismes par exemple, découvrir le droit chemin signifie connaître les commandements divins, pour l'essentiel, tels qu'on les retrouve dans les textes sacrés. C'est une façon d'être absolutiste. Dans d'autres versions de l'absolutisme, on insistera, par exemple, sur l'importance de la nature. On estimera que certains comportements sont bons, car conformes à la nature, et d'autres mauvais, car contre nature, avec bien sûr toutes les difficultés, mais c'est un autre problème de ce que signifie le mot nature ici. Mais cet argument est bien entendu très souvent utilisé dans les débats moraux, notamment en ce qui concerne la PMA, pour prendre un exemple. Dans d'autres versions encore de l'absolutisme, on peut prendre comme critère le bonheur du plus grand nombre. C'est ce que fait la philosophie utilitariste. On peut même prendre comme critère ultime le consentement. C'est ce que fait l'éthique minimale, qui est bien une forme d'absolutisme. Affirmant par exemple que dès lors qu'une personne est consentante, on ne peut pas formuler la moindre critique privée au public à son égard. Et donc en ce sens, l'éthique minimale procède à une absolutisation du consentement. On peut même songer à des formes encore plus complexes d'absolutisme, comme en bioéthique, la fameuse théorie, en tout cas connue en bioéthique, du principisme de Tom Beauchamp et James Childress, le principisme qui affirme qu'il existe quatre grands principes qui permettent de régler les conflits bioéthiques: principe d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance, de justice. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de la signification de ces principes, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est le fait qu'il existe 4 principes, pas 5, pas 6, pas 10, 4 principes, c'est-à-dire un nombre fini de principes, montre bien que nous sommes en face d'une forme d'absolutisme, certes plus complexe, mais il s'agit bien d'une forme d'absolutisme. Donc, ce qui est frappant quand on fait cette liste, la liste que je viens de faire, c'est de constater que l'absolutisme est partagé par des théories très différentes, et même des théories qui sont opposées entre elles. L'absolutisme n'a pas de couleur idéologique ou politique privilégiée. Il y a un absolutisme de gauche, il y a un absolutisme de droite, du centre, conservateur, progressiste. Le point commun entre les différentes versions de l'absolutisme est de dire qu'il est possible de trancher nos désaccords, de les dissiper au moyen de la découverte de vérités morales absolues, même si on n'est pas forcément d'accord entre absolutistes sur la nature de ces vérités morales. Mais il y a quand même ce point commun. L'éradication des désaccords est donc l'horizon normatif de toute forme d'absolutisme. Alors les pragmatistes, notamment Dewey ou James, se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles, effectivement, l'absolutisme est si profondément enraciné en nous. Il y a des raisons psychologiques à cela. L'absolutisme satisfait la recherche de certitude qui taraude l'esprit humain. C'est ce que montre bien Dewey dans La quête de certitude, dans le livre La quête de certitude. Nous avons besoin de penser qu'il existe des réponses claires à nos interrogations morales. Nous avons besoin de croire qu'il y a des solutions universelles, qu'il y a des directions rectilignes que tout homme devrait suivre. Et le désir de connaissance ici répond aussi à un besoin de sécurité, tout simplement, un des besoins fondamentaux de l'homme. En bref, l'absolutisme est une thèse rassurante psychologiquement. Mais même s'il peut sembler justement rassurant, l'absolutisme soulève aussi différentes difficultés. Alors, bien sûr, ce que je vais dire maintenant méritera d'être complété peut-être dans la discussion, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la critique de l'absolutisme. Je vais me concentrer sur un point essentiel. C'est que tout simplement, l'attitude absolutiste est anti-pragmatique. Elle atteint bien souvent l'inverse de l'objectif qu'elle vise. Alors que l'absolutisme cherche, bien évidemment, à dissiper ou à réduire les désaccords, il tend au contraire à les exacerber, à les rendre plus violents. Il tend très souvent à transformer le simple désaccord en antagonisme.
La différence entre le désaccord et l'antagonisme, tel que je décris cela dans mon livre, c'est que dans le désaccord, il y a encore un objet au sujet duquel nous allons discuter. Dans l'antagonisme, on se retrouve dans une relation beaucoup plus frontale, beaucoup plus binaire, entre eux et nous, entre moi et l'ennemi. Et l'absolutisme court le risque de transformer le désaccord en antagonisme. Plus précisément, il court ce risque lorsqu'il se transforme en dogmatisme. Un dogme est une affirmation présentée comme absolument fondamentale, comme invariable et incontestable. Donc, par exemple de dogme, une famille, c'est un père, une mère, des enfants conçus de manière naturelle. C'est cela une famille et ce n'est rien d'autre. Exemple de dogme. Dogme que des millions de personnes peuvent partager d'ailleurs. Il faut être ici précis. Toute position absolutiste n'est pas pour autant un dogmatisme. On peut être absolutiste sans être dogmatique. Si je suis absolutiste et que je crois qu'il n'existe qu'une seule vérité, je peux aussi me dire que c'est mon adversaire qui possède cette vérité. Dans ce cas, je suis un absolutiste non dogmatique. Mais je suis un absolutiste dogmatique si je dis il y a une vérité morale, je la détiens et il est impossible de la contester. Alors Dewey, lorsqu'il parle du dogmatisme, car il écrit sur cette question, explique que le dogmatisme est très souvent associé dans notre esprit à la notion de dualisme. Nous avons souvent tendance à construire des dualismes, des raisonnements binaires. Et Dewey montrait que ces dualismes occultaient bien sûr la complexité du réel. Le dualisme le plus simple pour ce qui nous concerne, pour l'éthique, c'est bien sûr le dualisme entre le bien et le mal. Et Dewey écrit par exemple dans La quête de certitude, « Seul le dogmatique peut supposer qu'un conflit moral sérieux traduit une lutte entre ce qui est manifestement mal et ce que l'on sait bon, et que l'incertitude tient seulement à la volonté de celui ou de celle qui choisit l'un ou l'autre. » Donc pour résumer, on peut dire que le dogmatisme est en quelque sorte le monstre engendré par l'absolutisme. Le dogmatisme peut ici engendrer également des processus très problématiques. Il y en a deux qu'on peut résumer. Le premier, c'est l'exclusion. Le deuxième, c'est la destruction de l'autre. Le dogmatisme, par exemple, peut procéder à l'exclusion de tous ceux que l'on considérera comme ne faisant pas partie de l'espace moral légitime. Je peux prendre ici un exemple très simple. Ceux que l'on va considérer comme ignorants, ceux que l'on va considérer comme extérieurs au cercle des experts, on va les exclure de la délibération morale avec les risques que cela entraîne. Un risque que, par exemple, Cass Sunstein, le juriste, nomme les délibérations enclavées, c'est-à-dire que ceux qui sont exclus vont délibérer entre eux et se radicaliser. C'est un risque, évidemment, qui peut exister. Le risque lié à l'exclusion. Mais plus profondément, le dogmatisme peut aller au-delà de la simple exclusion jusqu'à la destruction de l'autre. L'autre perçu comme une menace. Dans ce cadre, l'autre n'est plus un simple contradicteur, mais un ennemi moral à éradiquer. Alors c'est ce travers que j'ai appelé dans mon livre l'impérialisme moral. On cherche à imposer, sans la moindre concertation ou discussion, parfois de façon extrêmement brutale, un système de valeurs. Alors l'impérialisme moral se nourrit à la fois d'une glorification de l'antagonisme, parce que l'antagonisme va détruire la relation à l'autre, et en même temps d'une haine du désaccord. Parce que le désaccord, en tant que relation raisonnable, pose problème, entre contradicteurs, pose problème. Donc, pour conclure cette première partie, je dirais que l'absolutisme se présente comme une position qui, très souvent, s'avère problématique, même si, bien sûr, on va en discuter, il peut y avoir des avantages à l'absolutisme, mais souvent, cette position se présente comme problématique, et parfois, elle se présente même comme dangereuse. Est-ce qu'il faut pour autant lui préférer le relativisme moral ? C'est-à-dire l'idée d'une équivalence entre les multiples orientations au sein de l'espace moral. Je réponds non à cette question dans un second moment de mon exposé. Le relativisme. L'attitude relativiste se présente souvent comme une réponse à l'absolutisme et au dogmatisme. Le relativisme part du constat qu'il y a des problèmes inhérents à l'idée d'une vérité morale unique. Il soulève une question qui est tout à fait légitime. Qui sommes-nous pour oser prétendre que nous détenons la vérité et pour éventuellement oser l'imposer aux autres? Et à ce titre, le relativisme s'enracine, comme l'absolutisme, dans une certaine vision de l'espace moral. Donc je l'ai dit, l'absolutisme voit l'espace moral comme un espace multilinéaire. Le relativisme voit l'espace moral comme une mosaïque. Pour les relativistes, l'espace moral est profondément fragmenté, divisé, morcelé.
Il est scindé en groupes, en clans, en communautés différentes et divergentes. Ces divers groupes sont séparés par des fossés, des murs d'incompréhension, qui vont rendre impossible la conversation morale. Les relativistes ne nient pas nécessairement l'idée de vérité morale. Ils ne sont pas forcément nihilistes ou sceptiques. Ils ne nient pas forcément l'idée de vérité morale. Ils nient plutôt l'idée de vérité morale absolue. Ils affirment que s'il existe des vérités morales, celles-ci sont nécessairement locales, à l'intérieur d'un certain territoire, au sein de certaines frontières. Et donc un jugement qui serait vrai à l'intérieur d'une certaine frontière contextuelle deviendrait faux au-delà de cette frontière contextuelle. C'est la fameuse phrase de Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Voilà une phrase typiquement relativiste. Alors, si on suit jusqu'au bout le raisonnement relativiste, il n'y aurait pas une morale, il y aurait des morales, une infinité de morales, hermétiques, cloisonnées, opaques. Et donc, selon les versions du relativiste, on pourrait dire qu'il y a une morale chrétienne, une morale musulmane, juive, confucéenne, occidentale, orientale, pourquoi pas spartiate et athénienne, pourquoi pas une morale masculine, une morale féminine, pourquoi pas une morale LGBT. Bon. Donc, et pourquoi pas d'ailleurs, si on va au-delà de la morale, une bioéthique chinoise, une bioéthique américaine, une bioéthique européenne, etc., etc. Une conséquence majeure de cette vision de l'espace moral comme mosaïque est l'affirmation de désaccords fondamentaux, ce qu'on appelle des désaccords fondamentaux ou de désaccords profonds entre les groupes humains. Les désaccords fondamentaux opposeraient des principes totalement incompatibles, des systèmes de valeurs incommensurables. Et donc, pour les relativistes, il existe des désaccords fondamentaux et la morale des autres peut rester à jamais énigmatique, entourée d'un halo de mystères impossible à dissiper. Nous n'avons pas accès à la morale des autres en ce sens. Et à partir de cette vision de l'espace moral comme mosaïque, les relativistes formulent souvent un constat normatif. Dans la vision relativiste de l'espace moral, il faut savoir que l'espace moral est aussi un espace plat. Il n'y a pas de position supérieure et inférieure au sein de cet espace. Le relativisme refuse de hiérarchiser les systèmes de valeurs, d'affirmer qu'un système de valeurs est préférable à un autre. Et donc, il pratique un nivellement généralisé des valeurs. Les relativistes mettent alors l'accent sur la notion de tolérance. Ils soutiennent qu'en l'absence de hiérarchisation entre systèmes de valeurs, il faut tolérer, respecter les orientations morales différentes des nôtres. Donc, il n'y a pas de droit chemin. Pour le relativisme, il n'y a que des chemins différents et respectables. Alors là aussi, le relativisme pose des problèmes, pas exactement les mêmes que l'absolutisme, mais il pose des problèmes importants. Le premier problème de l'attitude relativiste est qu'elle a tendance à surestimer l'importance des différences morales. Le relativisme est prisonnier de ce que j'ai nommé un paradigme de l'altérité, qui tend à voir l'autre comme radicalement différent. Et le problème majeur de ce paradigme est qu'il va détruire toute possibilité d'interaction morale. Contre ce paradigme, je propose dans mon livre ma propre vision de l'espace moral, qu'ici je ne peux que détailler de manière très très succincte. Cette vision se distingue à la fois de celle de l'espace moral comme multilinéaire et celle de l'espace moral comme mosaïque, donc contre l'absolutisme et contre le relativisme. L'espace moral dans ce modèle est un réseau. C'est une vision réticulaire de l'espace moral. Et donc, dans ce réseau, les différentes orientations morales ne se déploient pas sur des territoires séparés, comme l'affirment les relativistes. Au contraire, les orientations morales sont constamment en train de s'entrecroiser. Ce réseau qui est l'espace moral se compose de flux, et ces flux parfois se télescopent, d'où l'émergence des désaccords comme collisions. Si l'espace moral est un réseau, cela signifie que les agents moraux ne vivent pas dans des zones hermétiques. Nous sommes plus ou moins éloignés, certes, sur ce réseau moral, mais nous nous situons quand même à l'intérieur du même réseau. Nous partageons le même espace. Et nous sommes donc en interaction. Comme dans n'importe quel réseau d'ailleurs. Tout réseau se compose de personnes qui sont plus ou moins éloignées à l'intérieur du réseau, mais qui font quand même partie du même réseau. J'en déduis que le relativisme moral a donc tendance à exagérer les divergences entre les orientations morales et à sous-estimer les points de convergence entre ces orientations. Il existe en effet des parallélismes entre les conceptions morales. Pensons par exemple à ce que dit le philosophe Robert Speyman dans une critique adressée à la position relativiste. Je le cite, « Les différences nous impressionnent davantage, parce que les points communs nous semblent évidents. Dans toutes les cultures, il y a des devoirs des enfants envers les parents.
Partout, la gratuité vaut comme bonne, partout, l'orgueil est méprisable et le généreux respecté. Presque partout, l'impartialité du juge vaut comme la vertu du juge et la bravoure comme la vertu du guerrier. Il y a donc bel et bien des parallélismes entre les systèmes moraux, même s'ils sont éloignés dans le temps et dans l'espace. Et cela va à l'encontre du relativisme. Dans mon livre, j'ai moi-même forgé un concept que là aussi je vais résumer très rapidement, qui est celui de réseau symbolique. Alors, ce que j'appelle réseau symbolique, ce sont des représentations socialement partagées. Et donc, à l'occasion des désaccords moraux, ces représentations socialement partagées, ces réseaux symboliques sont activés. Par exemple, les réseaux symboliques famille, religion, liberté, nation, nature, égalité, etc. Le désaccord peut ici être défini comme une exploration dans laquelle nous tentons d'établir deux choses. Premièrement, le contenu de ces réseaux symboliques. Deuxièmement, les relations entre ces réseaux symboliques. Mais dans les deux cas, et contre le relativisme, on peut affirmer qu'il existe une base commune pour nos conversations morales en situation de désaccord. Et donc, malgré nos désaccords qui parfois peuvent sembler très profonds, il est possible d'envisager une intercompréhension minimale entre les agents moraux. Je suis allé ici assez vite, mais lisez mon livre pour plus de détails. Phrase que je risque de redire, plus mon exposé avancera. Par exemple, voilà, ce n'est pas contraire à l'éthique de l'acheter en groupe. L'éthique minimale ou maximale. Alors, donc, je disais, l'attitude relativiste pose aussi, je vais finir sur la critique du relativisme, l'attitude relativiste pose aussi d'importantes difficultés sous son versant normatif. De manière assez étonnante, le relativisme a quand même un point commun très important avec l'absolutisme. C'est l'essentialisation de l'autre. Dans le cas de l'absolutisme, cette essentialisation est inégalitaire. Ainsi, le dogmatisme conduit à une infériorisation essentialiste de l'autre. On va essentialiser et inférioriser l'autre, par exemple si on le considère comme immoral ou ignorant. Et dans le cas du relativisme, il y a une essentialisation qui, elle, est égalitaire. Mais il y a quand même essentialisation. L'autre est considéré comme essentiellement différent, mais aussi essentiellement égal, en tant qu'il est essentiellement différent. Et cela conduit à un problème majeur sur le plan pratique, qui est tout simplement celui de l'immobilisme moral. Si autrui est essentiellement différent, alors la moindre critique à son égard devient illégitime. Le principe de tolérance peut être invoqué pour légitimer n'importe quelle pratique existant au sein d'un groupe, au motif qu'il serait différent. Et le refus relativiste de toute critique de l'autre risque alors de déboucher non plus sur une tolérance de la différence, mais sur ce que j'appelle plutôt la tolérance-indifférence, c'est-à-dire une insensibilité à l'égard de l'autre. C'est une tolérance à la Ponce Pilate, c'est-à-dire faites ce que vous voulez, je m'en lave les mains, c'est votre affaire, c'est votre vie, c'est votre système moral, ce n'est pas le mien, cela ne me regarde pas, etc. Par ailleurs, si toute critique de l'autre devient impossible au nom de la tolérance, alors c'est justement la mort de l'éthique. On parlait de mort de l'éthique tout à l'heure, c'est une façon pour l'éthique de mourir, cette forme de relativisme. C'est l'éthique elle-même qui finit par être détruite. En tout cas, la dimension critique de l'éthique, qui est très importante. La dimension protestataire, par exemple, de l'éthique, va être détruite. Et le relativisme ouvre alors la voie au statu quo, rendant impossible toute réforme externe d'un système de valeurs, ce qui, bien sûr, est problématique. À ce stade de ma réflexion, qui bien sûr ne peut qu'être incomplète, j'ai souligné un certain nombre de problèmes inhérents à la fois à l'absolutisme et au relativisme. Se pose alors la question suivante. Est-ce qu'il est possible d'élaborer une approche des désaccords moraux qui se démarquerait à la fois de l'absolutisme et du relativisme ? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre en défendant une vision pluraliste et pragmatiste des désaccords moraux. Je ne promets pas non plus de résoudre tous les problèmes dans cette troisième partie, mais je propose quand même une autre version des choses. Le premier point qu'il faut affirmer, c'est que le pluralisme, à la différence du relativisme et de l'absolutisme, accorde une grande valeur au désaccord. Il l'envisage de manière positive. Et le pragmatisme propose, en ce sens, de repenser le phénomène même du désaccord. Il propose en premier lieu une pluralisation des représentations du désaccord. Il propose de voir autrement la façon dont nous voyons en général les désaccords. Car effectivement, les visions du désaccord sont souvent trop restrictives et en ce sens anti-pragmatiques. Repenser le désaccord en ce sens, c'est le relocaliser, c'est-à-dire réenvisager les espaces dans lesquels il prend place.
Il y a en effet trop souvent une série de représentations des désaccords qui accentuent les problèmes au lieu de les atténuer. Quand on affirme par exemple que le désaccord prend place sur un champ de bataille, dans une arène, sur un ring, ces représentations du désaccord impliquent la présence de gagnants et de perdants et suggèrent que le but ultime du désaccord serait l'élimination de l'adversaire ou de l'ennemi. Je me souviens d'un colloque, par exemple, lié à l'espace éthique d'ailleurs, où j'ai discuté avec quelqu'un avec qui je n'étais pas en accord, et on m'a dit « Ah, tu as eu une belle passe d'armes avec lui. C'était une belle passe d'armes. » C'est une certaine façon de voir le désaccord. Mais effectivement, si on voit le désaccord comme une passe d'armes, cela va impliquer toute une série de représentations et surtout d'actions qui vont en découler. C'est le point que je veux ici souligner. La manière de se représenter le désaccord a des implications majeures sur la manière de le vivre et sur la manière d'agir. Si par exemple, je peux prendre un deuxième exemple, si à la suite de mon exposé, je me dis que quand vous allez me poser des questions, vous allez m'attaquer, qu'il va falloir que je me défende, que vous allez essayer de me piéger, eh bien forcément, je vais me représenter la situation d'une certaine façon et agir d'une autre façon, et d'une certaine façon en accord avec cette représentation. Mais je pourrais aussi me dire que quand vous allez me poser des questions, nous allons essayer de résoudre des problèmes en commun. Et donc dans ce cas, j'aurai une représentation non pas belliciste de notre relation, mais plutôt solidariste. Et c'est donc ce que je vais faire. C'est une représentation plus pragmatiste en fait de la situation. Ce recadrage positif des désaccords peut par exemple s'appuyer sur une image très présente chez Dewey, qui est l'image du laboratoire. À la lumière de cette image, on peut considérer les désaccords comme des confrontations expérimentales à l'intérieur du vaste laboratoire qu'est l'espace moral. Les protagonistes des désaccords sont des enquêteurs qui testent des hypothèses rivales, qui soumettent ces hypothèses à leurs partenaires. Ils tentent de trouver des solutions pour résoudre des problèmes communs. L'image du laboratoire comme lieu du désaccord permet de ne plus percevoir celui-ci comme une compétition féroce, mais bien comme une coopération entre des agents à la fois semblables et dissemblables. Et nous ne sommes pas habitués à voir nos désaccords comme des coopérations. Pourtant, nous pouvons les voir comme des phénomènes coopératifs. Plus précisément, dans la philosophie de Dewey, le laboratoire moral prend les traits d'un certain type d'association humaine que Dewey nomme tout simplement la démocratie. À ce titre, la démocratie apparaît comme le lieu privilégié des désaccords coopératifs. Je vais citer ici Dewey dans un article intitulé « La démocratie créatrice, la tâche qui nous attend ». Coopérer en donnant aux différences et aux différents une chance de se manifester, parce que l'on a la conviction que l'expression de la différence et du désaccord est non seulement un droit d'autrui, mais aussi un moyen d'enrichir sa propre expérience de vie, fait partie intégrante de l'aspect personnel du mode de vie démocratique. Voilà une vision typiquement pragmatiste du désaccord. Enrichissement et absence de confrontation, mais plutôt coopération. Donc, comme Dewey le souligne lui-même, la démocratie est structurée par le désaccord. Au sens de Dewey, la démocratie, ce n'est pas simplement un régime politique. C'est toute forme d'association humaine. C'est un certain état d'esprit, c'est un certain mode de vie. Et cette forme d'association humaine a précisément une dimension expérimentale. Dans la démocratie, il y a une confrontation expérimentale entre citoyens. Et donc la démocratie favorise non seulement le pluralisme des idées, mais aussi la légitimation de ce pluralisme. Donc, la pluralisation des représentations du désaccord permet d'envisager, in fine, celui-ci non plus comme une expérience douloureuse. Le désaccord n'est pas forcément une expérience douloureuse à éviter ou à fuir, mais bien comme une expérience qui peut être stimulante et enrichissante. Vision qui est très différente de la vision absolutiste et relativiste. Alors, s'il me reste un tout petit peu de temps, je peux parler d'autres manières de pluraliser les désaccords, en dehors de la pluralisation du désaccord lui-même, de la représentation du désaccord. Il est également possible de pluraliser les dynamiques de régulation des désaccords. Dans une perspective pluraliste, la régulation n'est pas une suppression des désaccords, mais plutôt un équilibre entre leur expression et leur encadrement. La régulation pluraliste des désaccords a comme point de départ une vision dynamique de l'espace moral. L'espace moral est sans cesse traversé par un processus de diversification. Et cette diversification déplace en permanence les frontières externes et internes de cet espace. Et donc, si on réfléchit à une régulation pluraliste de l'espace moral, deux questions vont se poser.
qui est censé détenir l'autorité pour réguler? Première question. Et deuxième question, quels sont les problèmes qui nécessitent d'être régulés? Mais dans les deux cas, il faut essayer de voir les choses de manière pluraliste. Donc, si on essaie de répondre rapidement, très rapidement à la première question, eh bien, si on essaie de se demander qui doit réguler, il faut se départir de ce que j'ai nommé dans mon livre un monisme régulateur, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y aurait un système ultime de régulation des désaccords moraux. Par exemple, le droit ou la science. Si par exemple on dit, bon, faisons une loi, le désaccord sera dissipé, ou faisons telle découverte, le désaccord sera dissipé, on est dans une forme de monisme de la régulation. Une régulation pluraliste doit au contraire articuler une pluralité de systèmes de régulation qui sont institutionnels ou non institutionnels, publics ou privés, collectifs ou individuels. Ces systèmes sont par ailleurs interconnectés. Et donc, au-delà simplement du droit ou de l'État, les médias, les arts, l'économie, les sciences humaines et sociales participent au processus de régulation des désaccords moraux. Mon exposé, très modestement, participe au processus de régulation des désaccords moraux. Les questions que vous allez me poser, ensuite, vont participer aussi à ce processus. Donc, nous faisons partie du système de régulation. La pluralisation des agents régulateurs va donc bien au-delà du cercle des experts. Elle concerne les citoyens ordinaires. C'est ce qu'on voit, bien entendu, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie sanitaire, qui implique les usagers des systèmes de santé, pas uniquement les professionnels, qui fait intervenir tout citoyen qui a envie d'intervenir dans ces questions et qui se sent concerné. Et à ce titre, la pluralisation des questions morales concerne aussi les sujets de controverse, les sujets de désaccord, les sujets au sens de thèmes de désaccord. Elle concerne aussi les thèmes de désaccord. Je regarde l'heure, j'ai encore un peu de temps? Pas trop, hein, c'est ça. Donc, je sais à peu près ce que je dois couper. Donc, pour illustrer cette extension des thèmes de désaccord, hein, prenons un exemple très simple qui est l'idéal d'égalité. Il y a plusieurs millénaires, cet idéal n'était partagé que par une petite minorité de la population humaine. Puis, petit à petit, l'idéal d'égalité s'est étendu à un nombre de plus en plus important d'êtres humains. Le cercle concerné par cet idéal s'est même encore ensuite étendu, ou en tout cas il est en train de s'étendre aujourd'hui, en dehors de l'espèce humaine, vers les animaux. Cet idéal s'étendra peut-être un jour à des êtres artificiels. Nous avons donc bien ici une pluralisation des êtres concernés par l'idéal d'égalité. Et le point capital à souligner ici, c'est que ce sont précisément les désaccords qui ont nourri cette pluralisation. C'est bien parce que des individus ont protesté, se sont mobilisés, ont manifesté leur indignation que cet idéal s'est étendu. Donc, ce qui fait grandir l'espace moral, ce qui fait s'étendre les frontières de l'espace moral, d'abord et avant tout, ce sont les désaccords. C'est le point que je voudrais signaler. Alors, un dernier point, un avant-dernier point avant la conclusion, car je vois le temps passer. Cette pluralisation va soulever quand même une dernière question, à laquelle je vous laisserai réfléchir, mais je vais quand même l'amorcer. L'espace moral est-il infini ? Est-ce que toutes les questions, est-ce que tous les domaines de l'existence sont susceptibles d'être moralisés, de faire l'objet de désaccords moraux ? La réponse à cette question est négative. L'espace moral n'est pas infini. On ne peut pas inclure toutes les questions possibles, tous les problèmes possibles dans l'espace moral. Il y a un danger aussi de surmoralisation, de ce que certains appellent de maximalisme. Et donc, il faut essayer de se demander comment éviter à la fois d'encombrer l'espace moral avec des problèmes qui n'ont pas lieu de s'y trouver, sans pour autant occulter les questions qui méritent de s'y trouver et qui méritent d'être publicisées. Alors, dans mon ouvrage, j'essaie de donner quelques solutions, ou en tout cas quelques éléments pour hiérarchiser les questions morales, pour montrer que tous les sujets de désaccord ne se valent pas. Alors là aussi, je vais être très rapide, lisez mon livre. J'accorde une très grande importance comme outil de régulation à la méthode comparative, tout simplement. La méthode comparative, c'est-à-dire que je pars de l'idée qu'il faut, autant que possible, essayer de discerner les dissemblances et les ressemblances entre problèmes moraux pour réguler les désaccords. Et donc j'essaie de bâtir ce que j'ai appelé une morale analogique, c'est-à-dire un ensemble de méthodes pour éclairer les situations problématiques moins connues à la lumière de situations plus connues. C'est tout à fait conforme à l'esprit de la théorie de l'enquête de Dewey. Dewey disait, par exemple, qu'il fallait s'appuyer sur les ressources fournies par les enquêtes du passé, pour mener à bien les enquêtes présentes. Donc c'est dans cet état d'esprit que j'ai construit ma méthode comparative.
Donc grâce à cette méthode, il est possible de départager différentes options morales et donc de procéder à des hiérarchisations normatives sans être pour autant absolutiste ni relativiste. En conclusion, en ayant sauté quelques étapes, mais en conclusion, je dirais que le pluralisme me semble plus pertinent que l'attitude absolutiste ou que l'attitude relativiste, car il s'accorde bien davantage avec le monde dans lequel nous vivons, avec le terrain sur lequel nous évoluons, pour reprendre un mot qui est employé tout à l'heure. Nous évoluons en effet dans un monde qui est en perpétuelle mutation, un monde dans lequel les évidences d'hier sont les incertitudes de demain. L'idée qui est propre à l'absolutisme de principes immuables, censés dissiper les discordes morales, est en décalage avec ce monde qui ne cesse de muter. Nous vivons aussi dans un monde en perpétuelle interaction, dans lequel les connexions à l'échelle locale ou globale sont constantes. Dans un tel monde, l'idée propre au relativisme d'une coupure entre les territoires moraux est intenable, car le monde est en interaction. Et donc, dès lors qu'il s'agit d'expliquer et de réguler les désaccords, l'absolutisme et le relativisme se présentent comme des positions problématiques, voire mortifères. Poussée à son terme, c'est-à-dire jusqu'au dogmatisme, l'attitude absolutiste conduit à l'exclusion, voire à la destruction de l'autre. Poussée à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la suprême indifférence, le relativisme nous enferme derrière des murailles morales qui nous rendent sourds et aveugles aux autres. Dans les deux cas, c'est la possibilité d'une réelle relation éthique qui se trouve niée. Le pluralisme pragmatiste que j'ai essayé de défendre ici tente de tracer une troisième voie entre l'absolutisme et le relativisme en soulignant la valeur des désaccords moraux. Contre l'absolutisme, un pluralisme pragmatiste refuse d'affirmer qu'il existe des recettes simples, des règles intangibles permettant de trancher nos polémiques. Contre le relativisme, il n'en déduit pas pour autant qu'il n'existe aucune solution rationnelle à ces mêmes polémiques. Il soutient plutôt qu'il est possible de confronter expérimentalement des visions divergentes, en particulier dans le cadre dans lequel nous sommes, c'est-à-dire un cadre démocratique ouvert à la diversité des voies morales. Le pluralisme ne perçoit donc pas le désaccord comme un signe de déliquescence, comme une pathologie, mais au contraire comme un signe de dynamisme et de vitalité. Et en ce sens, et là j'en aurais fini, en ce sens, l'attitude pluraliste permet de répondre aux collisions que nous subissons constamment dans l'espace moral. Quand nos valeurs se télescopent, quand nos convictions s'entrechoquent, nous ne sommes pas voués à rester hébétés, sidérés, immobiles. Nous pouvons reconstruire les situations problématiques, c'est-à-dire les emplacements où ont eu lieu les impacts, et nous pouvons même poursuivre nos chemins et peut-être parfois, qui sait, dans les mêmes directions. Je vous remercie.